Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis venue ici pour vous parler surtout de la radiologie interventionnelle, en fait, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'on a une spécialité qui est très très peu connue aujourd'hui. Elle est déjà peu connue même par nos collègues, les radiologues diagnostiques, qui ne savent pas forcément comment on fait et ce qu'on sait faire, mais non plus par nos collègues d'autres spécialités et encore moins par les médecins de ville, et notamment les médecins généralistes. Donc, je vais commencer rapidement pour parler de la radiologie interventionnelle en général. Donc, c'est fait par qui? On est des radiologues diagnostiques à la base. Avec la dernière réforme de l'internat, donc ils ont créé un desk qui fait qu'il y a un internat de 6 ans pour les radiologues interventionnels au lieu de 5 ans pour les radiologues diagnostiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait toutes les interventions qu'on peut qualifier de mini-invasives, mais à chaque fois, on va se guider par l'imagerie. En fonction de la pathologie, on va se guider par l'échographie, par le scanner, les rayons X et même dans certains centres très spécialisés par l'IRM. Les interventions, elles peuvent être faites à visée diagnostique, mais aussi thérapeutique. Donc, on va voir un petit peu au fur et à mesure. Nos interlocuteurs aujourd'hui, c'est vrai que vu que c'est une spécialité qui est très hospitalière aujourd'hui, on a forcément besoin d'être à l'hôpital pour le faire. C'est d'abord une spécialité qui est très développée dans les CHU. Au fur et à mesure, c'est devenu essentiel dans les hôpitaux périphériques pour des interventions parfois un peu plus simples, mais aussi d'urgence. Et ça se développe de plus en plus dans les structures privées aussi. Donc, qui sont nos intervenants? À peu près tout le monde. Tous les médecins, de l'urgentiste au réanimateur, aux médecins généralistes, l'ORL, l'hépatogastroentérologue, le rhumatologue. On fait beaucoup de choses. On va faire de l'urgence, on va faire de l'infectieux avec des drainages d'abcès, des drainages biliaires. On va faire des urgences vitales avec des gens qui sont en choc hémorragique. On va stopper les saignements. On fait les AVC maintenant, où les gens dans les prises en charge aiguës, on va aller déboucher l'artère bouchée dans le cerveau et ils vont récupérer immédiatement, quasiment sur table. On va faire aussi de la pédiatrie avec des enfants qui ont des malformations, par exemple veineuses, vasculaires, etc. Donc on travaille avec vraiment toutes les spécialités. Aujourd'hui, on est un petit peu la chirurgie générale d'il y a quelques dizaines d'années et au fur et à mesure, on est en train de se spécialiser. Donc c'est vrai que dans les CHU, il va y avoir des services très très spécialisés de digestif, d'uro, de neuro. Ici, en Calédonie, on n'a pas encore cette possibilité, mais on est déjà contente d'être 2 radiologues interventionnels à temps plein au CHT, et on fait un petit peu de tout. Donc, comment ça se passe? Une petite idée, c'est que les patients ils vont entrer dans une salle d'intervention, qui est une salle qui utilise cette machine pour une embolisation, qui va émettre des rayons X et permettre de faire des interventions et de voir en direct qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et en plus, ces machines, elles ont une capacité de tourner très vite, on va dire, autour du patient, et ce qui permet de faire des scanners basse qualité, entre guillemets, qui vont permettre de voir un petit peu ce qu'on fait derrière. Par exemple, là, c'est une image chez le foie, donc c'est la qualité d'image qu'on va avoir après. Donc, c'est pas exactement un scanner, mais ça permet quand même d'apporter une énorme aide diagnostique et savoir ce qu'on fait. C'est quelque chose que je reparlerai un peu plus tard, qui nous aide beaucoup pour beaucoup d'interventions. Donc, on a besoin de beaucoup de matériel, notamment pour naviguer dans les artères ou dans les veines. J'ai amené 2-3 cathéters et guides, des choses comme ça, pour que vous ayez une idée du matériel qu'on utilise. On va utiliser d'abord un introducteur. C'est une espèce de porte qui va nous permettre de rentrer et sortir dans la veine et dans l'artère sans repiquer à chaque fois, refaire saigner. Et utiliser des cathéters de plus en plus petits en fonction de l'objectif de l'embolisation. Plus l'artère va être petite, plus on va utiliser un petit cathéter. Et c'est un peu comme des poupées russes qu'on va utiliser au fur et à mesure. Pour l'embolisation elle-même, on a plein d'outils qui existent, qui évoluent tout le temps, avec des indications différentes en fonction qu'on va vouloir emboliser complètement une artère, qu'on va vouloir emboliser un anévrisme, qu'on va vouloir emboliser une tumeur, si ça va être plutôt quelque chose de résorbable ou de non résorbable. Par exemple, on fait des embolisations sur les hémorragies du postpartum. Le but, c'est que c'est un problème aigu qui se passe, un utérus qui n'est pas capable de se contracter. On va mettre du matériel qui est résorbable, c'est-à-dire que les artères utérines, elles vont redevenir perméables quelques jours après, quand l'utérus aura repris sa fonction normale. Pour d'autres maladies, notamment des tumeurs, on va utiliser du matériel non résorbable. Donc ça, c'est quelques exemples rapides pour dire globalement qu'est-ce qu'on peut faire en radiologie interventionnelle. On peut traiter en endovasculaire des tumeurs hépatiques, comme les carcinomes hépatocellulaires. On va aller dans l'artère hépatique et envoyer à très forte dose de la chimiothérapie qui va permettre d'éviter tous les effets systémiques et en même temps d'avoir un très très bon traitement sur la tumeur. On peut faire des vertébroplasties sur les fractures porotiques douloureuses ou les fractures aussi pathologiques sur le cancer, où il n'y a pas d'incision, c'est juste on met une aiguille à l'intérieur de la vertèbre, on injecte du ciment qui va durcir en quelques minutes
dans le patient. On peut aussi utiliser le scanner pour faire des interventions, par exemple ici des biopsies. On peut biopsier à peu près tout, à partir du moment où on ne va pas traverser une structure qu'il ne faut pas traverser. On ne va pas traverser le cœur, on peut traverser l'aorte, ça dépend de la taille des aiguilles. Mais... Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des alcoolisations cœliaques. Ce scanner aussi, c'est ce qu'on fait chez les patients qui ont des cancers de pancréas avancés avec des grosses douleurs abdominales. Le but, ça va être de couper le circuit de la douleur au niveau des nerfs du plexus splanchnique et cœliaque aussi, et de le permettre d'avoir une fin de vie beaucoup plus agréable. On peut faire des radiofréquences aussi. C'est des traitements pour traiter des tumeurs de taille de 2 à 3 cm. Ça peut être au niveau du rein, du poumon, du foie. On fait ça sous scanner, il n'y a pas d'incision. On a des résultats très efficaces et les patients en général peuvent rentrer chez eux le lendemain. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on peut faire dans la pratique hospitalière. Mais ce soir, j'ai décidé de me concentrer sur des sujets qui peuvent peut-être plus atteindre la médecine de ville, qui est un peu plus loin de nous, avec qui on ne peut pas communiquer tous les jours. Et ces pathologies que j'ai décidé d'aborder, c'est 3 pathologies, on va dire, fonctionnelles. C'est les fibromes utérins, la pathologie veineuse pelvienne, notamment chez la femme, et l'hypertrophie bénigne de prostate. Donc on va voir les 3 sujets les uns après les autres. Globalement, l'idée c'est la même, c'est de parler de la clinique, l'anatomie, la physiopathologie, les traitements qui existent d'une manière générale, mais surtout évidemment me concentrer sur l'embolisation. Et donc après, à la fin de chaque thème, on pourra peut-être discuter spécifiquement de chaque sujet, ou à la fin si vous voulez. Donc on va commencer avec les fibromes utérins. Donc les fibromes utérins, c'est un problème de santé publique, comme à peu près tout ce que je vais aborder ce soir, parce que ça atteint, on va dire, jusqu'à 70% des femmes qui, en général, en préménopause, et de 1/4 à la moitié des patientes qui ont des fibromes sont symptomatiques. En général, il y a un retard du diagnostic et de la consultation. Les patientes vont attendre plusieurs années et vont parfois devoir consulter plusieurs professionnels de santé avant d'avoir le bon diagnostic. Les facteurs de risque, on sait que les femmes afro-américaines ont plus de fibromes. Alors, je n'ai pas la donnée pour la Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas, on sait que dans les études américaines, vraiment, les populations afro-américaines sont bien plus atteintes par les fibromes. D'autres facteurs, notamment d'imprégnation hormonale, comme l'obésité, la nulliparité, les ménopauses tardives, sont des facteurs en faveur des fibromes, et les antécédents familiaux également. L'histoire naturelle, c'est que les fibromes, ils ont malheureusement plutôt une tendance à augmenter pendant toute la période hormonale. Ça peut augmenter pendant la grossesse, ça va régresser parfois un petit peu en postpartum, mais ça reste quand même très limité, et ça intéresse surtout les petits fibromes. Et une fois que la ménopause est atteinte, il y a en général un arrêt des saignements dû à l'arrêt de l'imprégnation hormonale. Les fibromes, par contre, peuvent rester. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs symptômes qui sont liés aux fibromes, mais en tout cas, par rapport au saignement, ça peut s'arrêter en post-ménopause. Les fibromes ne sont pas une contre-indication à la mise en place du traitement hormonal substitutif, mais s'il y a encore des fibromes, ça peut maintenir malheureusement les saignements. Donc, cliniquement, les patientes, de quoi elles vont se plaindre? Donc, c'est beaucoup des douleurs pelviennes, un peu abdominales, des fois mal systématisées, des maux de dos, des pesanteurs pelviennes. Ça dépend aussi de la position de l'utérus dans l'abdomen. Le principal signe pour lequel elles vont consulter, c'est les saignements et des dysménorrhies. Elles peuvent même arriver très anémiées. Surtout ici, on peut avoir des patientes qui arrivent avec 6 grammes d'hémoglobine juste sur des fibromes utérins parce qu'elles vont mettre beaucoup de temps à venir. Il peut y avoir des symptômes associés. Donc, comme je disais, par rapport à l'utérus qui va se reposer sur la vessie, il peut y avoir des pollakiuries, des constipations sur l'effet de masse, des dyspareunies aussi. Ça peut avoir des effets sur les compressions iliaques, sur les très très gros utérus. Il y aura un lien avec l'infertilité aussi également, en partie parce que les fibromes vont déformer la cavité utérine, donc ça va être difficile pour l'embryon de s'accrocher dans l'endomètre. Et une grossesse avec des fibromes est une grossesse à risque, notamment pour cette raison de prématurité. Il y aura plus d'accouchements par césarienne, plus de risques d'hémorragie du postpartum, des prédotations fétales plus compliquées, etc. Et bien sûr, sur toutes ces pathologies chroniques, avec beaucoup de symptômes de ce genre, il y a souvent une détresse psychologique qui est associée avec une dégradation de la qualité de vie. Donc le bilan initial, quand on est face à une femme en préménopause avec des saignements, on va faire un bilan gynécologique complet. Donc en général, on ne peut pas se passer par la phase du spécialiste, du gynécologue, qui va faire le bilan complet et surtout pour éliminer les diagnostics différentiels.
Et on va globalement jamais se passer de l'imagerie, donc on va sûrement commencer par l'échographie pelvienne, donc suspubienne ou endovaginale. Mais l'IRM est quand même un énorme apport diagnostique pour le diagnostic différentiel. Et on va voir un peu pour tout le reste aussi plus tard. Donc même si l'accès à l'IRM est parfois un peu difficile, dans certains endroits ça peut être même économiquement un peu difficile, l'IRM elle a quand même une place très importante dans le bilan de ces saignements et notamment des fibromes. Donc l'IRM, à quoi elle va servir? Donc elle sert notamment à classer les fibromes qui existent dans l'utérus. On va les classer en fonction de leur localisation. C'est pas juste une classification anatomique, on sait que c'est une classification qui est utile et on verra aussi après pour les indications chirurgicales ou d'embolisation. On sait aussi que les fibromes qui sont plus responsables des saignements sont ceux qui vont être plus près de l'endomètre, les 0, 1, 2. On sait que ceux qui vont être pelliculés ont des risques un peu particuliers, notamment il peut y avoir des torsions avec des nécroses, des nécrobioses, par exemple des pertes du fibrome, que ce soit dans la cavité péritonéale quand c'est sous séreux ou alors dans la cavité utérine quand c'est sous muqueux. Ça permet d'évaluer aussi les diagnostics associés. Donc il y a l'adénomiose qui existe, j'en parlerai un petit peu à la fin, qui est une autre pathologie de l'endomètre et du myomètre, qui va aussi intervenir dans le choix de la technique thérapeutique. Ça permet d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment le léumiosarcome qui peut ressembler fortement à des fibromes. Donc c'est l'IRM qui est le mieux placé pour faire la différence et qui va indiquer plus ou moins de faire un prélèvement histologique pour éliminer le diagnostic de léumiosarcome. Et donc dans le cadre surtout d'une embolisation, ça nous permet également de faire une évaluation pré-thérapeutique de la vascularisation, vérifier qu'elle est modale, voir un peu les types de fibromes. On va savoir que certains fibromes vont être plus ou moins répondeurs à l'embolisation, s'il y a une présence d'adénomiose, l'épaisseur du myomètre qu'il y a autour des fibromes, etc. Donc ça, c'est quelques exemples de fibromes qu'on peut voir. Donc c'est des coupes sagittales d'IRM en T2. Donc ça peut être des très très gros fibromes uniques comme celui-là. Donc la taille, elle est quand même importante aussi parce que par exemple, si ça va être chirurgical, plus le fibrome est gros, plus il y a des risques de résection incomplète. En fonction de la localisation cervicale, on sait qu'ils vont peut-être répondre un petit peu moins à l'embolisation. On sait qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Le gynécologue, il ne va pas aller enlever 15 fibromes. Donc ça sera peut-être plus embolisation. On peut comprendre aussi, faire une association avec les symptômes que la patiente a, si ça appuie fort sur la vessie, si ça va appuyer sur faire une compression veineuse, etc. Donc les options thérapeutiques face aux fibromes, déjà il faut s'assurer que ces fibromes soient symptomatiques. Si on détecte juste des fibromes par hasard sur une échographie abdominale, il n'y a aucune raison de les traiter. Donc en général, on va traiter les saignements et tout ce qu'il y a autour. Donc le traitement médical qui existe, ça peut être des anti-inflammatoires, tout simplement, même si l'efficacité est assez modérée. Et on connaît tous les complications qui sont liées aux traitements anti-inflammatoires aussi au long cours. On peut prescrire de l'acide tranexamique pendant les règles pour diminuer l'abondance des règles. Il y a certains traitements hormonaux qui fonctionnent, notamment ceux qui vont diminuer l'épaisseur de l'endomètre. On sait que les DIU progestatifs peuvent bien fonctionner, mais en même temps, la présence de fibromes est un facteur de risque d'expulsion spontanée du DIU. Donc en fait, les recommandations globalement des sociétés gynécologiques, c'est d'être interventionnel sur les fibromes, que ce soit chirurgical ou radiologie interventionnelle, mais que le traitement médicamenteux, c'est plus en attente de cette intervention. Qu'on ne peut pas juste se limiter au traitement médicamenteux au long cours. Donc, qu'est-ce qui existe à part le traitement médical? Donc, il y a la radiologie interventionnelle, c'est surtout l'embolisation dont on va parler. Il existe aussi un autre traitement, c'est les ultrasons focalisés. On va mettre les patientes dans l'IRM et on va faire se croiser des ultrasons qui vont se centrer sur le fibrome et détruire le fibrome. Alors, pour l'instant, les études ça fonctionne, mais ça fonctionne peut-être moins que les autres traitements actuels. Donc, c'est pas forcément le traitement de première intention, mais ça existe pour les patients qui refusent absolument un traitement invasif quel qu'il soit, parce que là il n'y aura aucune piqûre à part la perfusion pour l'ultrason focalisée. Et donc il y a le traitement chirurgical qui possède plusieurs options. Il y a l'hystérectomie qui est un peu plus radicale, donc forcément l'hystérectomie ça va être le traitement gold standard on va dire, parce que forcément sans fibrome plus de saignement, sans utérus plus de douleur pelvienne, mais évidemment beaucoup de femmes refusent l'hystérectomie. Il y a quand même un effet psychologique qu'il faut pas méconnaître. Donc la plupart vont choisir en première intention un traitement plus focal. Ça peut être la myomectomie dans certains cas, qui va être fait par voie hystéroscopique. Et après, il y a d'autres interventions plus ou moins qui peuvent se faire en gynécologie aussi. Mais c'est vrai que
On va dire que les deux principaux, je pense aujourd'hui, c'est la myomectomie hystéroscopique et l'embolisation. Donc les recommandations du Collège national de gynéco-obstétrique, elles dépendent un peu de plusieurs facteurs, notamment le nombre et la taille des fibromes. Si la patiente a un désir de grossesse ou non, on va voir pourquoi et la position de ces fibromes. Donc comment on va choisir plus ou moins l'un ou l'autre? Donc là, le premier choix, ça va se faire en fonction du désir de grossesse de la patiente. Pareil, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en gros, si la patiente est encore assez jeune et possède toujours un désir de grossesse, on va plus aller à la myomectomie hystéroscopique. Surtout du fait qu'il y aurait des effets un peu inflammatoires sur l'endomètre avec l'embolisation, qui pourrait compliquer la grossesse, et un risque qui est plutôt théorique d'insuffisance ovarienne secondaire. Donc ça va être la première chose. Et après, c'est un peu plus anatomique. Donc, comme je vous ai dit, les fibromes qui sont plus proches de l'endomètre, donc plus proches de la cavité pour l'hystéroscopie, et qui sont de taille, on va dire, jusqu'à 3-4 cm, ça va être des fibromes très faciles à enlever pour les gynécologues, donc avec une très très bonne efficacité. Donc, c'est une très bonne indication de faire le traitement gynécologique. Il se laisse une limite de 5 mm de myomètre sous-séreux derrière les fibromes. C'est surtout pour éviter le risque de rupture utérine, soit de perforation opératoire, soit sur une grossesse ultérieure. Donc c'est un peu leur marge de sécurité. Et sur le nombre de myomes, ça dépend du spécialiste et à quel point il est habitué. Mais on va dire que dans la littérature, il ressort à peu près 3 fibromes pour que ça soit à peu près correct. Donc pour tout le reste, on peut évoquer la possibilité d'une embolisation utérine. Donc l'embolisation, on n'a pas de limite de nombre ou de taille. On va toujours emboliser 2 artères. En gros, donc nous, ça ne change pas trop le nombre, la taille et la position des fibromes. On sait que si c'est associé à l'adénomiose, ça marche très bien aussi. J'en parlerai un peu à la fin de l'adénomiose, mais c'est aussi quelque chose où s'il y en a, c'est pas trop pour le traitement chirurgical et ça va plus être pour l'embolisation. Et ça fonctionne aussi bien pour les symptômes qui sont autres que les saignements. Donc la physiopathologie du saignement sur les fibromes utérins, c'est encore un mécanisme qui est très multifactoriel. Donc on a quelques hypothèses. En fait, les tumeurs, même si c'est des tumeurs bénignes, fonctionneraient un petit peu comme des tumeurs malignes en sécrétant des facteurs de croissance, avec une hypervascularisation anarchique autour du fibrome, avec un genre d'encorbellement autour et un effet de pseudocapsule. Donc c'est aussi tous ces saignements et cette hyperémie qui va créer les saignements. Il trouverait aussi sur les examens anatomopathologiques de ces utérus des gros lacs veineux sur l'endomètre superficiel. Et en fait, au fur et à mesure du cycle, il y aurait une érosion de ces lacs veineux qui ferait partie aussi de l'étiologie de ces saignements. Ça explique aussi le fait que les traitements médicaux, notamment hormonaux, qui diminuent l'épaisseur de l'endomètre, fonctionnent aussi sur ces lacs veineux et du coup fonctionnent sur les saignements. Et il y a également une déformation mécanique de l'endomètre qui participerait à tout ça. Donc l'embolisation, comment ça va se passer? Donc on fait ça dans la salle que je vous ai montrée. En général, on fait en sédation. Alors il y a plusieurs techniques en fonction des hôpitaux. Nous, on a tendance à faire une péridurale pour les patientes pour les soulager au maximum sur la douleur. On peut aussi injecter des corticoïdes pendant l'embolisation. Il y a des études qui montrent que ça fonctionne très bien. Donc on va ponctionner l'artère fémorale, en général sous échographie. On est bien dans l'artère fémorale. On va utiliser cet introducteur qui est cette espèce de porte qui va nous permettre de rentrer et sortir dans l'artère sans problème. Et après, on va utiliser des cathéters de plus en plus petits pour aller jusqu'aux artères utérines. Donc là, cette image, c'est une aortographie, c'est-à-dire qu'on a opacifié toute l'aorte. On est de face. Et donc, on peut voir l'aorte en haut, les artères iliaques communes ici, et ensuite la bifurcation iliaque interne, iliaque externe. Et les artères utérines, c'est ces artères qui font un peu des tourbillons de chaque côté. Donc, globalement, tout le monde en a 2. Mais ça, c'est l'anatomie modale. On verra qu'il y a quelques variantes qui peuvent exister. Donc elles sont assez grosses parce que l'utérus polymyomateux, il est assez gros, donc il faut des grosses artères pour aller jusque-là. Et c'est des femmes qui ont 40, 50 ans, donc elles ont des artères quand même qui sont assez jolies, entre guillemets. Comparativement, on verra plus tard la prostate, où c'est des patients un peu plus âgés, avec de l'athérome, etc. Donc c'est des artères qui sont très faciles à identifier, par contre elles sont très tortueuses et parfois c'est assez difficile d'aller à l'intérieur. C'est ça un peu le challenge. Donc ça c'est un exemple d'une patiente avec un très gros fibrome. Donc ça, c'est l'IRM. Donc qui présente les symptômes classiques de saignement et de lourdeur pelvienne. Donc on va faire l'embolisation. Donc le premier diagnostic, donc on voit ici, c'est de la soustraction, c'est-à-dire qu'on fait un masque qu'on soustrait, ça nous permet de voir un peu les artères.
on a un microcathéter, donc c'est des cathéters qui font 1 mm de diamètre environ, qui sont dans l'artère utérine. Et on voit cette opacification donc, de l'artère utérine droite qui prend déjà une bonne partie de l'utérus. Mais en fait, quand on va faire l'artère utérine gauche, on se rend compte qu'il y a le myome qui apparaît et cet encorbellement vasculaire dont on parlait dans la physiopathologie. Donc on voit que l'artère dominante sur la vascularisation, c'est clairement l'artère utérine gauche. Dans tous les cas, par contre, on va toujours faire une embolisation bilatérale parce qu'on sait que si on bouge que la gauche, finalement, c'est la droite qui va s'hypertrophier et qui va prendre le relais de la vascularisation et l'embolisation ne fonctionnera pas. Donc il y aura toujours une embolisation bilatérale dans les fibromes et dans la majorité des pathologies pelviennes. Donc la technique, avec quoi on embolise? Donc on va au plus près de l'utérus, pas forcément un fibrome après l'autre, mais en fait on va dans l'artère utérine et avec toutes ces modifications un peu vasculaires des fibromes, c'est les fibromes qui vont prendre en premier, entre guillemets, le matériel d'embolisation. Donc ce qu'on utilise comme matériel d'embolisation pour les fibromes, c'est des toutes petites billes. Donc au tout départ dans la radiologie interventionnelle, c'était des grosses billes qu'on cassait, on ne savait pas trop le diamètre qu'elles faisaient, donc c'était un petit peu à l'aveugle. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de savoir exactement le diamètre de toutes les billes. Et donc pour les fibromes, on utilise environ des billes de 500 microns. Donc l'idée, c'est que toutes les billes fassent exactement la même taille, comme ça elles vont toutes boucher exactement en même temps. Et c'est pas une énorme bille qui va commencer en premier, et après des toutes petites qui vont s'accumuler en amont et qui serviront plus à rien. Et on a tout un panel de tailles qu'on va... Pour l'embolisation des fibromes, c'est à peu près toujours la même taille. Après, si pour d'autres indications, on va vouloir utiliser des billes, on prendra d'autres tailles, soit des plus petites, soit des plus grosses. Donc ces billes, elles ne sont pas radio-opaques, c'est-à-dire qu'on ne va pas les voir au rayon X. Donc pour les voir, on va les mélanger à du produit de contraste iodé, le même que le scanner. Et grâce à ce mélange, on va pouvoir bien voir où est-ce que vont les billes, et surtout si elles ne vont pas à un endroit qu'on ne veut pas. C'est-à-dire s'il y a un reflux, si ça va dans une autre artère, ça va emboliser un autre organe dans le pelvis, ça va organiser les jambes ou quoi que ce soit. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas. Mais c'est pour ça qu'on regarde ce qu'on fait. C'est le principe de la radiologie interventionnelle. On ouvre les yeux surtout. Donc à partir du moment où on va voir que le sang stagne, que ce produit de contraste il stagne dans les artères utérines, on se dit c'est bon, on a bouché, si on met plus, ça va déborder. Donc on arrête. Et donc là, pour cette patiente, le contrôle à 3 mois, donc on voit que le fibrome, il diminue de taille et aussi de signal, donc il devient un peu plus noir, ça veut dire qu'il fait une bonne réponse à l'embolisation. Et donc les symptômes, notamment sur les saignements, vont s'amender très rapidement. Sur ce qui est des douleurs pelviennes, sur l'effet de masse en fait, des fibromes, il va falloir un petit peu plus de temps pour que le fibrome régresse. Et ça, c'est le corps qui va faire son travail et qui va résorber au fur et à mesure ces fibromes nécrosés. Donc là, c'est un autre exemple avec un utérus qui avait plein de fibromes. Là, c'est qu'une seule coupe sagittale. Donc ça, c'est le avant embolisation, ça c'est après. Donc on peut se dire que c'est vrai que la taille n'est pas forcément encore très très diminuée. On voit qu'ils ont changé un petit peu de signal. Mais il n'y a pas que la taille qui compte sur l'embolisation. Il y a aussi s'assurer que les fibromes ont été dévascularisés. Donc ça, c'est l'IRM avant. Donc on devine un peu les boules, des fibromes qui sont dans l'utérus. Tout se rehausse plus ou moins de la même manière. Et quand on regarde le contrôle à 3 mois, donc on va voir que toutes ces fibromes en fait, ne s'opacifient plus, ne sont plus rehaussés par le produit de contraste sur l'IRM. Ça veut dire qu'ils sont nécrosés. Donc s'il n'y a plus d'artères qui vont sur les fibromes, ça veut dire qu'il y a moins de saignement. Enfin, pas de saignement même. Tous ces facteurs de croissance qui sont sécrétés par les fibromes vont finalement plus être sécrétés et donc cet effet sur l'endomètre va diminuer. Et une fois qu'ils sont dévascularisés, donc comme j'ai dit, au fur et à mesure du temps, on va arrêter de les surveiller. Nous, on ne va pas faire des IRM tous les 3 mois pour voir que ça diminue. Mais on sait qu'au fur et à mesure, ça va diminuer et ça va prendre le temps qu'il faut. Donc les résultats entre, on va dire, les 3 principales interventions que j'ai dit, on va dire que l'hystérectomie, qui reste le traitement de gold standard, c'est un peu notre référence pour se comparer. Et si on compare la myomectomie et l'embolisation, finalement, les résultats sont à peu près équivalents. On peut peut-être dire qu'il y a un petit peu moins d'hospitalisation après l'embolisation. Il y a peut-être un petit peu plus de douleur. Les complications obstétricales sont un peu plus sur l'embolisation. C'est pour ça qu'on retient bien que les jeunes femmes qui ont encore des désirs de grossesse, on va plutôt les orienter sur la myomectomie. Et après, l'insuffisance ovarienne, donc je vais en parler. C'est plus de la théorie et finalement, en pratique, c'est pas trop montré. Mais a priori, les ovaires sont quand même bien sauvegardés dans les embolisations. Ces résultats, c'est un peu j'ai résumé un peu ce qu'on trouve dans la littérature, mais comme je vous ai dit, chaque myome va avoir plus son indication, soit pour la chirurgie, soit pour l'embolisation. Finalement, dans les études, on les mélange un peu tous. Donc finalement, c'est plus discuté en fonction au cas par cas. Celui-là, c'est plus pour le gynécologue, celui-là, c'est plus pour le radiologue interventionnel.
et la patiente qui va choisir aussi derrière quand parfois les deux sont équivalents. C'est plutôt ça qui compte. Mais en tout cas, on sait que les deux sont efficaces, les deux ont assez peu de complications, donc c'est vraiment les deux traitements auxquels il faut penser aujourd'hui. Donc les complications de l'embolisation, en général en péropératoire, il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, la principale crainte qu'on pourrait avoir, c'est d'emboliser ce qu'on ne veut pas. Mais c'est pour ça qu'on regarde en continu le produit qu'on embolise, où est-ce qu'il va. En post-opératoire, il y a ce qu'on appelle le syndrome post-embolisation. C'est ce qui est responsable des douleurs en général. C'est-à-dire que dans le corps, on va créer une grosse nécrose, donc plus ou moins grosse en fonction du nombre de fibromes, la taille des fibromes, etc. Et ça, le corps va réagir, va faire une réaction inflammatoire à tout ça. Donc ça va créer quelques douleurs, des gènes, parfois des petites fébricules, un peu de fatigue. C'est vraiment variable en fonction, encore une fois, du volume nécrosé et des patientes aussi parfois. Donc c'est peut-être il est assez présent pour l'embolisation des fibromes utérins, mais on a des traitements qui fonctionnent très bien, des traitements anti-inflammatoires, des traitements antalgiques qui permettent de les soulager. Sur le long terme, il y a quand même quelques réinterventions qu'on note sur l'embolisation, aussi sur la myomectomie. Souvent, parfois, c'est l'étape qu'il fallait aux patientes pour finalement aller à l'hystérectomie. Mais ça reste tout à fait, c'est de l'ordre de 15% environ. Et donc l'insuffisance ovarienne, la théorie, c'est qu'en fait, sur la vascularisation de l'utérus, il y a des anastomoses qui existent entre l'artère ovarienne et l'artère utérine. Donc on se dit, si on embolise dans l'utérus, pourquoi les billes, elles n'iraient pas jusqu'à l'ovaire? Comme je vous ai dit, on regarde tout ce qu'on fait. Donc les anastomoses ovariennes, si on les voit, si elles sont assez grosses pour absorber les billes, entre guillemets, on peut les protéger, on peut fermer la communication entre les deux, et du coup protéger l'ovaire. Si on voit que c'est des toutes petites artères, on peut aussi décider de prendre des billes plus grosses qui ne vont pas passer par ces anastomoses toutes petites et donc protéger l'ovaire. Mais aussi, cette artère ovarienne, là, c'est un autre exemple qu'on voit. Donc, c'est des cas assez rares, mais c'est pareil, une orthographie. Donc, on voit à gauche l'artère ovarienne, comme je vous ai montré, un petit peu tortueuse comme ça. Et en fait, à droite, on voit que c'est l'artère ovarienne qui prend toute la vascularisation de l'utérus, de l'hémi-utérus droit. Et ça peut être parfois une raison d'échec d'embolisation, c'est qu'en fait, on a embolisé les deux artères utérines. On voit la toute petite artère utérine droite là, et on se dit on a fait notre boulot, on a fait les deux artères utérines, et en fait un tiers, voire la moitié de la vascularisation de l'utérus était faite par l'artère ovarienne, ce qui est assez rare, et ça peut être une raison de reprendre, de refaire une embolisation, etc. Enfin, en tout cas de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc un tout petit mot sur l'adénomyose. L'adénomyose, c'est une pathologie peut-être un petit peu plus rare, on en parle un petit peu moins. Mais qui est aussi responsable de quasiment les mêmes symptômes, c'est-à-dire des saignements, des douleurs pelviennes, des règles douloureuses. C'est une maladie qui est associée au fibrome et à l'endométriose. En fait, c'est des petites invaginations dans le myomètre qui vont être responsables de toutes ces symptomatologies. Donc, il y en a plusieurs types. Il y a l'adénomyose diffuse, on va dire que c'est un petit peu comme ce schéma. Il va y en avoir un petit peu partout. Il y a des petits kystes qui se mettent dans le myomètre, et ça peut être un peu plus focal, ça peut être un peu comme une grosse boule. Ça ressemble plus ou moins comme un fibrome, mais avec une limitation un peu plus floue. Donc les traitements se ressemblent plus ou moins. Quand c'est vraiment une adénomyose focale, on peut penser à la chirurgie, mais en général, quand c'est diffus ou associé au fibrome, l'embolisation peut fonctionner très bien. Alors les résultats sont peut-être un petit peu moins bons que sur l'embolisation des fibromes, mais en même temps, c'est le meilleur examen qu'on ait pour l'instant pour l'adénomyose diffuse. Il y a également des taux de réintervention où ça peut amener dans un deuxième temps à l'hystérectomie, mais ça reste également rare. Et techniquement, juste pour nous, on utilise en général les billes plus petites qui vont aller plus loin pour traiter cet endomètre ectopique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les fibromes utérins? C'est que c'est un problème de santé publique, donc c'est là où le médecin généraliste il va avoir vraiment tout son rôle, c'est de détecter, de savoir orienter la patiente au spécialiste. En général, la décision de quelle intervention va être faite se fait entre le gynécologue et le radiologue interventionnel. Dans un monde parfait, on ferait des RCP pour des pathologies comme ça aussi, mais aujourd'hui, on n'a pas assez ni de temps ni de médecins pour le faire. Mais les gynécologues, notamment ici au Medipôle, savent faire appel à nous quand ils pensent que c'est une patiente qui est plus pour l'embolisation que pour la chirurgie. Donc le rôle des professionnels de santé aujourd'hui, c'est d'informer les patientes sur toutes les techniques. Si des patientes peuvent bénéficier des deux interventions, c'est peut-être à la patiente aussi de choisir ce qu'elle préfère. Elle peut choisir directement l'hystérectomie et être tranquille pour le reste de sa vie. Après, elle peut chercher une technique très peu invasive et aller vers l'embolisation, ou elle peut préférer la myomectomie, mais je pense que c'est très important de mettre le patient au centre de ce choix thérapeutique. Voilà. Donc, il existe des fiches d'information pour les patients qui sont disponibles sur le site de la SFR, donc c'est la Société française de radiologie. J'en ai mis quelques exemplaires là
pour que vous puissiez les feuilleter, et puis l'adresse aussi, vous pouvez les trouver si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de les partager avec vos patientes. Donc on enchaîne sur le deuxième thème. Donc la pathologie veineuse pelvienne, donc surtout chez la femme. Je dirais un mot sur les varicocèles pour les hommes, mais c'est surtout pour la femme parce que c'est quand même un peu plus compliqué et c'est surtout très méconnu. Donc la pathologie veineuse pelvienne, donc on peut parler de varices pelviennes, de syndrome de congestion pelvienne. Il y a beaucoup de termes qui existent. C'est une pathologie qu'on étudie de plus en plus et qui est un peu à cheval entre plein de spécialités. Et c'est pour ça que finalement personne ne se l'approprie vraiment. C'est un peu entre la médecine vasculaire, la gynécologie, le médecin généraliste et maintenant le radiologue interventionnel aussi. Donc c'est une pathologie qui est très très sous-diagnostiquée. Dans les études, on trouve un délai de 98 mois avant de faire le diagnostic du syndrome de congestion pelvienne, où on l'appelle un peu comme on veut, enfin on verra après, normalement pas comme on veut, mais... Et 8 consultations avant de trouver ce diagnostic. La fréquence, on la connaît pas parce que la pathologie, elle n'est pas connue. Donc elle est sûrement très 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 sous-diagnostiquée, et elle atteint sûrement beaucoup de femmes. Donc, mais on va voir que c'est une pathologie très compliquée. Donc anatomiquement, comment ça se fait le drainage veineux du pelvis? Donc c'est un réseau assez complexe qui se passe entre les artères gonadiques qui se jettent dans la veine rénale gauche pour la veine gonadique gauche et dans la veine cave pour la droite. Il y a aussi des apports veineux iliaques internes. Et, donc beaucoup de réseaux qui arrivent dans un gros plexus pelvien où c'est des veines plus ou moins valvulées, c'est-à-dire que le flux veineux va plutôt se faire par des gradients de pression entre le réseau central et le réseau périphérique que grâce aux valvules, et quelques valvules qui vont finalement finir par être incompétentes. Donc au fur et à mesure, ça va apporter une dilatation des veines, et ça commence en général par une pathologie gynécologique, donc une dilatation des veines autour du myomètre, et au fur et à mesure, finalement le pelvis c'est juste un énorme plexus, ça va pouvoir... aller en arrière sur le rectum, en avant sur la vessie, le trigone vésical, ça peut aller sur les pudendales et aller sur la racine des cuisses, ça peut aller sur la vulve et faire des varices vulvaires. Donc c'est une pathologie un peu globale qu'on va essayer de comprendre. Donc à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on retrouve surtout? Et c'est ça qui va compter en premier, c'est que c'est d'abord un diagnostic clinique et pas un diagnostic d'imagerie. C'est que ça va être des symptômes de pathologie veineuse, c'est-à-dire que comme des varices des membres inférieurs, c'est les patients qui vont rester debout longtemps ou assises longtemps, qui vont avoir une lourdeur, une gêne, des douleurs au niveau du pelvis. C'est responsable de dysparonies profondes, en général, qui sont plutôt post-coïtales. Ça s'associe à des pesanteurs périnéales, ça peut même faire des névralgies pudendales, notamment quand il y a également des varices de la veine pudendale. En général, ça a aggravé pendant la période prémenstruelle à cause de l'influence hormonale. Il peut aussi avoir des symptomatologies vésicales si il existe des varices périvésicales, notamment sur le trigone, ou des symptômes plutôt rectaux si c'est des hémorroïdaires, si c'est plutôt des veines rectales qui vont être dilatées. Et en tout cas, toutes ces pathologies qui traînent, tous ces symptômes qui traînent pendant des années, il y a un retentissement psychologique très fort, avec en général des patients qui arrivent un peu en bout de course, avec des problèmes aussi de couple, avec les dysparonies. Donc c'est des patientes qui sont vraiment en demande de traitement, mais qui sont aussi des douloureuses chroniques, et ce qu'il ne faut pas méconnaître. Donc les signes associés, il y a beaucoup de signes qui vont vraiment se passer dans le pelvis, qui sont juste des signes fonctionnels que la patiente va rapporter. On peut trouver quand même quelques varices au niveau de la racine des cuisses, quand c'est des fuites, ce qu'on appelle des points de fuite au niveau des veines pudendales, aussi vulvaires. Et en fait, on va se rendre compte que ces patientes, elles ont des varices à la racine des cuisses, mais elles n'ont pas les varices habituelles avec des saphènes anormales. Et ça, c'est un peu aussi le travail du médecin vasculaire qui va faire des échographies à ce niveau-là. C'est qu'il va se rendre compte qu'elle a des veines saphènes parfaites avec des valvules parfaites, et elle va trouver d'autres varices tout autour. C'est assez logique parce qu'en fait, le sang s'accumule dans le pelvis. À un moment, il faut qu'il trouve par quel endroit sortir. Et au fur et à mesure, il va dilater de plus en plus en périphérie les veines autour. Donc quand je dis qu'on l'appelait comme on veut, on l'appelle plus vraiment comme on veut. Il y a des nouvelles recommandations qui existent, qui sont un peu complexes, mais qui essaient de justement clarifier un peu ce qui se passe au niveau des pathologies veineuses pelviennes. Donc c'est la classification SVP. Le but, c'est de résumer les symptômes, la localisation des varices et la pathologie des varices, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Si c'est une raison d'obstruction, de reflux, on va en parler. Si c'est post-thrombotique. Donc le but, c'est pas forcément de nous prendre la tête, entre guillemets, sur une nouvelle classification, mais c'est vraiment de pouvoir standardiser cette pathologie et finalement l'étudier mieux pour la connaître mieux et la traiter mieux.
Donc la physiopathologie, c'est la physiopathologie de la stase veineuse. En fait, il va y avoir à un moment une anomalie qui fait qu'il va y avoir un reflux qui se fait au niveau de la veine ovarienne. Donc on est tous d'accord que le flux normal, ça serait les veines pelviennes qui remontent au niveau des veines gonadiques, qui se jettent dans la veine rénale à gauche, puis dans la veine cave. Et en fait, il y a une anomalie en général qui commence à cet endroit, au niveau de la veine ovarienne gauche. Donc on va voir un peu les facteurs de risque, mais qui va faire qu'il y a un reflux qui se fait au fur et à mesure jusque dans le pelvis, une dilatation des veines qui se fait au niveau du plexus du pelvis avec une augmentation de la pression veineuse locale. Cette augmentation au niveau des veines va créer un processus inflammatoire qui va être responsable de toutes ces douleurs, des libérations de neurotransmetteurs qui vont, elles aussi, participer à la stase veineuse. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place et qui n'a pas vraiment raison de s'arrêter. Donc les facteurs de risque, le gros facteur de risque à retenir, c'est la grossesse. Les femmes multipares sont vraiment les patientes les plus concernées par cette maladie parce que en raison de la grossesse, il va y avoir un afflux sanguin, donc un afflux veineux. Il va y avoir une augmentation de la taille de la veine ovarienne. Si la taille augmente, ça veut dire que la valvule, à un moment, elle va être trop petite pour être continente pour cette veine. Il y a aussi l'hypercoagulabilité des femmes enceintes qui fait qu'elles peuvent avoir des thromboses des veines ovariennes et du coup avoir une maladie post-thrombotique. Donc ça, c'est vraiment le signe vraiment à pas méconnaître. Ça va rarement atteindre les femmes nullipares, les pathologies veineuses pelviennes, mais vraiment les femmes multipares. Après, il y a des syndromes qui existent, qui sont beaucoup plus rares, mais qui expliquent aussi tout ce problème de varices pelviennes. C'est le syndrome de May-Turner ou de Coquette. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce que c'est. En fait, c'est qu'il y a l'artère iliaque commune droite qui va gêner le retour veineux au niveau de la veine iliaque commune gauche. Et en fait, comme on en a parlé, il y a aussi un apport iliaque qui se fait au niveau des veines pelviennes. Donc, en fait, cette stase-là va avoir un retentissement direct sur les veines pelviennes qui vont se dilater. C'est un peu le même principe quand ça se fait au niveau de la veine rénale. C'est le syndrome de Nutcracker, où il va avoir des douleurs rénales parce que ça gêne le retour sanguin du rein. Et du coup, cette gêne au retour veineux va passer par la veine gonadique. Donc c'est des choses assez rares, on va dire que ça fait peut-être 1% des patientes, mais c'est quand même quelque chose à pas méconnaître parce que ça veut dire que juste traiter la varice pelvienne, juste traiter le reflux va pas suffire dans ces cas-là. Donc le bilan initial, c'est vraiment d'abord la clinique, c'est y penser cliniquement, essayer de trouver des éléments qui vont avec la pathologie veineuse et après on va à l'imagerie. On va à l'imagerie pourquoi ? Pour faire un diagnostic des varices parce qu'on va pas avoir une pathologie veineuse si on n'a pas de varices. Étiologique aussi, voir s'il y a une raison, comme on a dit, mécanique qui explique tout ça, et voir s'il n'y a pas des autres diagnostics différentiels sur ces douleurs pelviennes chroniques, des névralgies pudendales ou des choses comme ça. Et pour nous, si on en arrive à l'embolisation, ça nous aide à faire la planification opératoire. Donc il y a un score qui existe, mais qui est encore pas vraiment validé, mais c'est les centres spécialisés en France qui ont essayé de faire un peu le point sur quels sont les symptômes majoritaires qui nous permettent de penser à ce diagnostic. Donc il y a vraiment la pesanteur pelvienne, comme on a dit, la douleur aussi à l'examen clinique ou à l'échographie endovaginale au niveau du point ovarien qui fait très mal, les dyspareunies profondes, donc la parité, comme on a dit, ça peut être suite à la grossesse, encore majoré par une nouvelle grossesse, les signes un petit peu veineux, donc prémenstruels, la position statique, etc. Et également donc les varices visibles autour, au niveau de la racine des cuisses, vulvaires, etc. Donc l'imagerie, ça permet d'authentifier les varices, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, quelle est l'origine de cette dilatation des veines pelviennes, à quel point c'est grave entre guillemets, et lesquelles font mal par rapport aux symptômes. Donc on peut commencer par l'échographie Doppler, c'est les médecins vasculaires qui en général s'occupent de ça, c'est des échographies un peu difficiles où il faut qu'ils soient un peu spécialisés, mais l'intérêt de l'échographie Doppler dans ce cas-là, c'est vraiment la technique, les manœuvres dynamiques qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'un scanner, on va le faire coucher chez une patiente couchée qui va pas vraiment faire de manœuvre ou quoi que ce soit, alors que la pathologie de la veine et du reflux, c'est une pathologie qui se fait debout, c'est une pathologie qui se fait quand il y a une pression abdominale. Donc en fait, pendant cette échographie, on peut demander aux patientes de faire des manœuvres de Valsalva ou même faire l'échographie debout. Donc il y a certains signes de la présence d'une veine ovarienne qui est dilatée à plus de 5 mm. On peut voir les varices qui sont à l'intérieur du myomètre, on peut voir le flux qui s'inverse en Doppler au niveau de la veine ovarienne. Le scanner, c'est vraiment pas terrible. On peut voir sur un scanner si elle a un scanner pour autre chose, on peut voir s'il y a des varices, mais c'est pas parce qu'on voit pas les varices au scanner couché que la patiente n'a pas une pathologie veineuse pelvienne. Ce qui est très bien, c'est l'IRM veineuse dynamique, c'est-à-dire qu'on peut faire
On peut voir le produit de contraste, comment il passe dans les veines. Donc on fait plein de séquences, là c'est en frontal, en dynamique, et là on se rend compte qu'au moment où la veine rénale s'opacifie, la veine gonadique s'opacifie directement, alors qu'il est censé se faire dans l'autre sens. Donc là on identifie et le reflux, et une grosse veine ovarienne, et un gros plexus veineux. On peut même voir, si je remets la vidéo, à la fin on voit même quelques veines qui s'opacifient là, qui sont des veines pudendales aussi, donc un point de fuite à cet endroit. Donc ça c'est très bien, le gold standard ça serait la vénographie, c'est-à-dire aller directement dans les veines pour voir ce qu'il en est, c'est là où on est le plus efficace sur le diagnostic. En réalité on ne va pas faire des vénographies à toutes les patients, donc en général on l'a fait pendant une fois que l'intervention est déjà programmée. Qu'est-ce qu'on voit? On va opacifier la veine rénale et on va voir directement une opacification de la veine gonadique. On va voir que ça va aller jusqu'au plexus pelvien, on peut même voir que ça remonte par la veine gonadique droite, donc il y a un circuit qui se fait comme ça. Là, on voit toutes les veines myométriales qui s'opacifient, donc vraiment un circuit veineux qui est anormal. Donc on a plusieurs signes qui vont avec la pathologie veineuse, qui sont globalement celles que je vous ai dit. On peut voir aussi l'opacification des varices vulvaires ou des cuisses qui se font là, donc ce qu'on appelle les points de fuite. On peut voir l'opacification des veines iliaques, voir que ça fait une fuite iliaque aussi, ça va être important pour l'embolisation. Nous, on ne veut pas vouloir que le produit parte dans la veine iliaque. Le produit qui stagne, donc un mauvais drainage, un drainage non fonctionnel. Donc les options thérapeutiques, là pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre aujourd'hui que l'embolisation. Il y a quelques traitements hormonaux qui pourraient fonctionner. Il y a la chirurgie en théorie où on se dit qu'on enlève l'utérus, mais finalement, si c'est des varices du trigone vésical, est-ce que ça va vraiment l'aider? Est-ce que c'est pas un petit peu lourd comme intervention pour des varices? Et surtout, on sait que ça fonctionne modérément, quoi. Donc l'embolisation, ça reste un petit peu aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau entre guillemets. Mais qui fonctionne très bien et qui permet vraiment de cibler les patientes au cas par cas. On peut aussi voir si jamais c'est des varices qui sont cutanées, qui sont par exemple vulvaires ou au niveau des racines des cuisses. Ça peut être compliqué de les atteindre entre guillemets par voie endovasculaire, alors on peut le faire en percutané. On peut directement piquer dans la varice, faire comme parfois ils font pour les varices des membres inférieurs et injecter un produit qui va être sclérosant direct à cet endroit. Donc les techniques, en général, ça peut se faire en ambulatoire. Si les patientes sont un peu demandeuses, on peut les garder hospitalisées plus pour la douleur post-opératoire qui est modérée, mais aussi pour les rassurer. Ça se fait sous, en général, anesthésie locale ou sédation. On essaie d'éviter l'anesthésie générale parce que justement, on va pouvoir leur demander de faire des manœuvres de Valsalva pendant l'embolisation. On a des tables qui peuvent se tilter, en fait, comme ça, elles peuvent avoir les jambes et le pelvis en bas, ce qui va permettre de majorer le reflux et la stase pelvienne et nous aider à naviguer dans les veines pathologiques. Donc, quel matériel on va utiliser? Ça va changer un peu des fibromes utérins. On utilisait des billes où le but, c'était d'atteindre une nécrose tissulaire. Là, on ne veut pas faire de nécrose tissulaire, on veut boucher des veines. On veut arrêter un reflux et boucher des veines qui font mal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des coils. Donc, c'est ce petit matériel un petit peu en ferraille qui s'entortille. Donc, on va utiliser ça pour stopper le reflux. On a des agents qu'on appelle liquides qu'on va pouvoir injecter et qui vont remplir, en fait, les veines pathologiques. Donc, il y a ce qu'on appelle l'onyx, qui est un produit qui n'est pas collant, mais qui va combler les veines. On a aussi de la superglue tout simple qui va coller et là, qui va créer une sclérose vraiment des parois avec une inflammation, mais qui permet aussi de collaber vraiment bien les veines. Il y a des produits aussi sclérosants, c'est de la mousse qu'on va injecter dans les veines, donc qui va bien combler la veine et en plus créer une sclérose des parois. Donc ça, c'est un peu centre-dépendant. Il y a une histoire d'accès, de prix, etc., d'habitude, mais tous ces produits fonctionnent. Donc ça, c'est un exemple de traitement à l'onyx. Alors l'onyx, c'est un produit qui est d'emblée radio-opaque, il y a du tungstène à l'intérieur. Donc on n'a pas à le mélanger comme les billes avec du produit de contraste. Et on va voir comme ici, ça va être un produit très très noir. Et en fait, ça permet de vraiment bien remplir et d'utiliser un petit peu le flux de la veine pour remplir ces veines pathologiques. Donc là, on voit qu'ils ont traité les deux veines gonadiques, mais aussi les veines pudendales qui sont ici. On voit les cathéters qui sont là, qui vont aller jusqu'aux veines pathologiques, au plus loin, et après utiliser le flux veineux. Alors soit ça va être le flux pathologique pour aller un peu à contre-courant, en sachant qu'à un moment le flux va s'inverser. Quand on va stopper ce reflux, il va falloir attention qu'il ne revienne pas vers nous. On va faire attention également que ça ne va pas utiliser ces points de fuite, ça ne va pas passer dans la veine iliaque et du coup emboliser dans la veine cave, etc. Mais encore une fois, on regarde tout ce qu'on fait, donc ça n'arrive pas. On peut aussi utiliser de la colle, de la superglue. Ça, c'est
presque comment dire, le moins cher et le plus simple. Et tout le monde a déjà entendu parler de la super glue qu'on peut utiliser aux urgences ou quoi que ce soit. Et pourtant, celui qu'il nous faut, on a un peu du mal à l'avoir en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a accès aux produits le plus cher, mais pas aux produits le moins cher. Donc les résultats, on note une amélioration des symptômes d'environ 75%, avec vraiment des symptômes qui s'améliorent encore au fur et à mesure, et en général, pas de récidive. Il y a assez peu de réintervention. Parfois, il va y avoir plusieurs veines pathologiques et on va surtout cibler, par exemple, le plexus au niveau de l'utérus et on va l'emboliser lui. Et finalement, elle va nous décrire en suivant d'autres pathologies, peut-être un peu plus vésicales, donc on va y retourner. On peut toujours y retourner, mais ça reste assez rare. Donc les études pour l'instant sont quand même assez légères entre guillemets parce que justement c'est une pathologie qu'on a assez mal ciblée, mal cadrée, mal classée, mais ça se fait de plus en plus et les associations de patientes en parlent de plus en plus. Donc le suivi peut avoir quelques douleurs après l'intervention, c'est ce qu'on appelle encore une fois le syndrome post-embolisation. Alors cette fois c'est pas dû à la nécrose d'une tumeur, mais en fait on crée une thrombose dans une veine, donc il y a l'inflammation de la thrombose qui se fait. Et il a été décrit quelques migrations de coil à certains endroits. C'est-à-dire que des fois, très tardivement, le col peut partir dans les artères pulmonaires, donc ça serait dommage. Ça, c'est quelque chose qui se sait, donc les cols s'utilisent moins à certains endroits pour éviter ça. Et de toute façon, tous les cas qui se sont passés, en fait, on a aussi des techniques où on peut aller les récupérer. On a des petits lassos qui nous permettent de récupérer les coils et finalement, il n'y a jamais eu de complications graves sur ces migrations de coils. On fait des consultations plutôt cliniques où on va vraiment se fier à la douleur et pas du tout à l'imagerie. On ne va pas refaire une phlébographie systématique pour voir s'il reste des varices ou pas. Là, encore une fois, vraiment le centre de la pathologie, c'est la clinique. Donc, ce qu'il faut retenir sur les varices pelviennes, le syndrome de congestion pelvienne, c'est que c'est vraiment un challenge dès le diagnostic, où c'est quelque chose qui est vraiment très, très méconnu, qui est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs et c'est des patientes il y a aussi tout ce facteur psychologique qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est assez difficile. Et même jusqu'à l'embolisation, ça reste une pathologie un petit peu difficile parce qu'on va travailler dans des veines qui sont anormales, qui ont des valvules plus ou moins anormales, qui ont un énorme réseau de veines anormales. Il va falloir trouver la bonne qui est responsable des symptômes. Pour arriver à tout ça, il faut bien comprendre la physiopathologie. C'est pour ça que j'ai essayé d'insister un petit peu là-dessus, comprendre comment tout ça fonctionne. Et si on comprend comment ça fonctionne, on va réussir à traiter correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'embolisation, ça reste un traitement... c'est un peu le seul qu'on peut leur proposer. Et donc, il ne faut pas hésiter à leur en parler. Je fais un tout petit point sur les varicocèles parce que finalement, c'est la même pathologie, mais chez l'homme. Mais je ne suis pas restée dessus parce que c'est finalement beaucoup plus simple chez l'homme. Parce que déjà, sur la douleur, c'est beaucoup plus facile à indiquer. C'est des douleurs scrotales. Elles se voient à l'examen clinique, les varicocèles en général. Donc, c'est pareil, ça, c'est beaucoup plus simple. L'échographie peut aider pour confirmer, pour grader un peu, pour voir la taille et encore une fois pour voir le reflux avec le Doppler. Mais le principe est le même, c'est qu'il va y avoir un reflux anormal au niveau de la veine gonadique, quasiment toujours à gauche, parce que on pense qu'il y a une base sur le fait que le drainage à gauche se fait dans la veine rénale et qu'il y aurait plus de résistance dans la veine rénale que dans la veine cave, là où la veine gonadique droite se jette. C'est la théorie physiopathologique. Donc on va quasiment toujours trouver des varicocèles à gauche. Ça arrive que ça soit des deux côtés néanmoins. L'embolisation, ça se fait globalement de la même manière. Là, on traite surtout le reflux lui-même, pas forcément le plexus qui est dilaté, mais c'est vraiment le reflux. Et l'embolisation, encore une fois, à sa place. Il y a la chirurgie qui existe aussi, mais c'est vrai que là, les patients sont en général assez contents. C'est des patients qui sont aussi très stressés. C'est plutôt des patients jeunes. Donc c'est vrai que dès qu'il s'agit de parler de ça, c'est un peu compliqué. Et l'embolisation, en général, on peut passer par la veine du bras, c'est comme une perfusion. On fait l'embolisation, ils rentrent chez eux le soir et ça se passe en général bien. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est informer le patient. C'est des pathologies chroniques, il n'y a pas d'urgence. Il faut juste leur donner toutes les informations possibles, de toutes les interventions possibles. La radiologie interventionnelle, la chirurgie, ou même rien du tout, parce que finalement, ce n'est pas des pathologies graves non plus. Si le patient refuse de traiter ça et préfère avoir des douleurs de temps en temps, ça, c'est possible aussi. En général, la douleur, ça ne monte pas toute seule, mais quand même. Donc voilà. Et donc, je vais finir avec l'hypertrophie bénigne de prostate. Donc, ça aussi, c'est une pathologie qui va atteindre beaucoup des patients. Donc, la définition, c'est une prostate qui grossit au-delà de 20 grammes. C'est une hypertrophie des adénomes de la prostate qui se font surtout au niveau de la zone transitionnelle autour de l'urètre prostatique. Ça peut faire une hypertrophie des deux lobes, mais ça va aussi faire une hypertrophie d'un troisième lobe qu'on appelle le lobe médian. Et ça atteint beaucoup de monde, beaucoup d'hommes. On évalue à peu près à 50% des hommes de 50 ans et 90% des hommes de 80 ans. Donc cliniquement, il y a plusieurs symptômes. Les premiers, c'est des symptômes fonctionnels que le patient va décrire, des syndromes d'irritation vésicale, une curie, pollakiurie, enfin tout ce qui est autour de
de ces problèmes de dysurie, qui va décrire plus ou moins bien, mais ça va le gêner, surtout la nuit. Et aussi les syndromes d'obstruction, donc soit pendant qu'il urine, ou plus grave encore, les globes urinaires, des infections récidivantes, une hématurie. On peut aller jusqu'à la vessie de lutte avec des lithiases vésicales et même des insuffisances rénales, soit aiguës obstructives, soit même chroniques obstructives, quand on est très loin dans la pathologie. On note pas réellement de corrélation entre la taille de la prostate et les symptômes. Donc encore une fois, c'est vraiment les symptômes décrits par le patient qui vont prioriser la prise en charge, enfin indiquer la prise en charge. Donc le bilan initial, c'est un bilan urologique au mieux, c'est-à-dire faire une étude urodynamique du jet pendant que le patient urine pour voir vraiment le débit, le pic, faire une échographie aussi pour voir s'il arrive à vider complètement la vessie. On va avoir une étude morphologique de la prostate. En général, une échographie peut suffire. Ça permet d'évaluer le volume, aussi le retentissement vésical, rénal. On peut aller jusqu'au scanner et l'IRM, ça aide à avoir une meilleure idée du volume de la prostate. Ça peut aider à chercher des diagnostics associés, notamment le cancer de la prostate. C'est aussi pour ça qu'en général, on va doser les PSA en même temps qu'on étudie la prostate, de principe, parce que c'est des patients qui sont plus de 50 ans avec leurs facteurs de risque. On évalue la fonction rénale aussi. Et on étudie le retentissement sur la qualité de vie générale, sur les symptômes urinaires avec le score IPSS, mais aussi la qualité de la vie sexuelle et de la fonction sexuelle, qui est aussi parfois gênée par cette hypertrophie bénigne de prostate. Donc les options thérapeutiques, jusque maintenant, il y avait soit on faisait rien du tout, encore une fois, c'est pas une pathologie si grave tant qu'on n'est pas aux pathologies vésicales et rénales, avec quelques règles hygiéno-diététiques qui fonctionnent plus ou moins, de diminuer l'apport hydrique le soir, etc. Il y a un traitement médical qui existe et aussi un traitement chirurgical. Et l'embolisation est un peu arrivée, alors pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? Donc dans les traitements médicaux, les principaux qu'il y a, c'est les alpha-bloquants qui vont travailler sur le relâchement des muscles lisses, et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, qui vont fonctionner un peu plus lentement, mais qui travaillent sur la réduction du volume prostatique. C'est les principaux traitements qui sont recommandés par la Société d'urologie. Après, on peut évoquer une intervention un peu plus chirurgicale ou interventionnelle si le traitement médical ne suffit pas, s'il y a des complications sur l'hypertrophie bénigne de prostate, donc celle qu'on a dit, surtout obstructive, et aussi parfois le patient juste ne veut pas prendre un traitement toute sa vie et veut être un peu plus actif sur sa prise en charge. Donc il y a plusieurs techniques de chirurgie qui existent. Peut-être celle qui est la plus connue, c'est la résection transurétrale de prostate, où en passant par l'urètre, ils peuvent réséquer l'adénome de prostate périurétrale. Cette intervention, elle est indiquée jusqu'à une prostate de 80 grammes à peu près. Au-delà, il peut y avoir soit de la chirurgie ouverte, soit il y a une technique qui s'améliore de plus en plus aussi, c'est le laser, qui n'a pas de limite de taille. Ça se fait soit sous anesthésie générale, soit sous rachianesthésie en général. Souvent, il y a un sondage urinaire qui est associé. Il y a un risque qui est souvent décrit par les patients d'éjaculation rétrograde, qui est une complication qui est quand même assez élevée, et un peu plus rare des sténoses au niveau du col urétral. L'embolisation, il n'y a pas de limite de taille. Après, c'est vrai que plus la prostate est grosse, plus les artères sont grosses, plus c'est facile pour nous. Mais en soi, on sait que ça fonctionne aussi sur les très grosses prostates. On ne fait pas de sondage systématique. Après, ça peut toujours aider d'avoir une sonde vésicale sur la radio pour nous aider à trouver les artères, etc. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. C'est un traitement qui fonctionne très bien aussi chez les patients qui ont des sondes à demeure et qui n'arrivent pas à retirer la sonde urinaire, qui sont un peu âgés. Et de diminuer ce volume de prostate leur permet de retirer la sonde en général en 2 semaines ou 3-4 semaines. On peut traiter aussi par l'embolisation des hématuries qui sont d'origine prostatique, oncologique ou pas. Et il y a des patients qui vont juste simplement refuser la chirurgie, qui vont être récusés à la chirurgie, c'est-à-dire que l'embolisation peut se faire juste sous anesthésie locale, en ambulatoire, des patients qui vont être avec un peu plus de comorbidité, ce qui va arriver chez des patients de 70-80 ans. Ça reste quand même une intervention possible. Nous, la complexité dans l'embolisation de prostate, en général, c'est l'anatomie. Contrairement aux artères utérines qui sont très faciles à visualiser, qui sont assez grosses, qui sont quasiment toujours les mêmes. La variante que je vous ai montrée, ça reste quand même quelque chose de rare. Et pour l'artère prostatique, elle peut naître un petit peu partout, de toutes les branches de l'artère iliaque interne. Donc elle garde un peu cet aspect tortueux comme l'artère utérine, mais elle est beaucoup plus petite et en général, elle est beaucoup plus difficile à cathétériser.
Donc on peut faire parfois, on va demander des imageries avant l'intervention, un scanner par exemple, pour essayer d'étudier cette anatomie et nous aider à dire on va prendre ce cathéter qui a cette forme plutôt que celle-là. Donc la technique, ça reste la même que toutes les techniques, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'artère, alors ça peut être fémorale, on peut aussi passer par l'artère radiale si ça gêne un peu moins le patient. Parfois c'est un excès un peu plus facile parce qu'il va avoir un peu moins d'angulation au niveau des artères. Et donc le but c'est d'aller trouver ces deux artères prostatiques. Encore une fois, on va faire ça de manière bilatérale pour éviter que le droit reprenne le gauche, etc. Même si parfois juste emboliser une hémiprostate peut permettre de faire régresser assez le volume de prostate pour avoir une bonne amélioration des symptômes ou un desondage. Donc ça, c'est les images avant-après. Donc ça, c'est la bonne vascularisation d'une hémiprostate droite. Et on voit qu'après l'embolisation, il n'y a plus rien qui s'opacifie. Là, sur la prostate, on veut être beaucoup plus agressif que sur l'utérus. Sur l'utérus, on veut quand même essayer de garder un myomètre viable et un tissu de base qui est viable. La prostate, plus on tape fort, mieux ça fonctionne. Donc on a même des techniques pour essayer de vraiment créer une nécrose de la prostate au maximum et être vraiment très efficace. Pour bien voir cette prostate et du coup éviter la principale complication, comme j'ai dit pour toutes les autres, c'est l'embolisation non cible, c'est-à-dire qu'on envoie du matériel qui va boucher une artère, mais pas l'artère qu'on veut. Il y a des techniques, donc il y a là ce qu'on voit déjà sur des imageries comme ça de face en 2D, mais on a aussi la technique que je vous ai montrée au début qui permet de faire un espèce de mini scanner autour du patient. On appelle ça le cone beam CT et ça permet d'avoir des images de scanner un petit peu comme ça qui permettent de bien voir en fait qu'on va opacifier que la prostate. On sait qu'il y a des anastomoses qui existent entre différentes artères. Ça peut aller sur le rectum, ça peut aller au niveau de la verge. Donc c'est vraiment des artères qu'on va vouloir éviter d'emboliser, surtout qu'on va être très agressif sur cette embolisation. Et en faisant ce scanner, on s'assure qu'il n'y aura pas d'embolisation non cible, donc pas de risque de complications sur des autres organes pelviens. Si jamais on voyait des artères qui vont un petit peu dans d'autres organes, soit comme je vous ai dit pour les ovaires, soit on va boucher carrément cette artère en mettant un coil, c'est-à-dire couper cette communication, soit on va utiliser des billes plus grosses qui vont pas réussir à passer dans ces toutes petites artères. Donc là, en effet, on va utiliser le même matériel d'embolisation que pour l'utérus. Le but, c'est d'avoir une nécrose vraiment tissulaire. Donc c'est des billes, on les prend beaucoup plus petites que pour l'utérus. L'utérus, je vous ai dit, environ 500 microns. On va descendre à 100 microns pour la prostate. Il y a même une technique qui existe qui se base un peu sur la physiopathologie de l'embolisation, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des billes de taille moyenne, on va dire 300 microns. Et en fait, la première ischémie qu'on va créer de la prostate va créer une vasodilatation en aval de l'embolisation. On va pouvoir aller encore plus loin et mettre des billes encore plus petites. Le but, c'est vraiment d'être très très agressif sur cette prostate pour être sûr qu'elle réponde à l'embolisation. Donc le post-opératoire, comme à chaque fois, à partir du moment où on va nécroser une petite partie d'un tissu dans le corps, il va y avoir un syndrome post-embolisation. La prostate, ça reste quand même un organe qui est assez petit, donc c'est pas dans cette intervention que le syndrome post-embolisation est le plus important. On va dire dans l'utérus, pour les fibromes, c'est comme en général beaucoup plus lourd pour les patientes. Pour les embolisations de prostate, en général, c'est très modéré. Et des antalgiques, paracétamol et ibuprofène peuvent très bien suffire pendant quelques jours et ça passe très bien. Donc il peut y avoir quelques douleurs qui sont liées à syndrome post-embolisation. Le risque de l'embolisation non cible, mais je vous ai dit qu'on a quand même des très bonnes techniques pour les éviter. Et même si on voit que ça existe et qu'on n'a pas des techniques pour emboliser et d'être en sécurité, on va préférer pas emboliser plutôt que de prendre un risque sur une pathologie qui est fonctionnelle, qui est quand même... on ne veut pas que le patient ressorte avec une complication sur une pathologie de ce genre. Donc les résultats, ils sont... il y a plusieurs études récentes qui comparent souvent à la résection transurétrale. Il y en a aussi sur les sondes à demeure, donc on voit que ça fonctionne quand même très bien. À partir de 2 semaines, on voit qu'on peut commencer à essayer de retirer la sonde. L'efficacité sur le terme notamment de la qualité de vie, pas forcément sur le volume de prostate, mais finalement ce qui compte encore une fois, c'est la vie du patient. Sur les scores IPSS, à 3 mois, ils sont équivalents. Il y a peut-être moins de complications, et c'est vrai que la chose qui revient beaucoup avec les hommes de cet âge, c'est les pathologies type l'éjaculation rétrograde qui n'existent pas sur l'embolisation de prostate, et des durées d'hospitalisation qui peuvent être en théorie moins longues. Alors après ça, encore une fois, ça dépend des techniques de chaque service, mais ça peut se faire en ambulatoire, et clairement, il n'y a que la douleur à surveiller après l'intervention, donc la douleur peut complètement se gérer à la maison. Donc sur le suivi, on ne va pas faire de suivi systématique, on va faire un suivi clinique, on va leur demander de refaire les scores pour voir comment ça évolue. Là, c'est un exemple d'IRM qui a été fait, mais clairement, on ne va pas aller faire des contrôles d'IRM d'embolisation de prostate, sauf si il y aura un souci ou que ça n'a pas marché pour essayer de comprendre. Mais en tout cas, on voit une bonne régression. Encore une fois, là, c'est un lobe médian qui existe, qui protrude dans la vessie, mais on voit que ça diminue bien.
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'embolisation de prostate? C'est que ça fonctionne aussi très bien, que ça fonctionne avec la chirurgie, qu'encore une fois, c'est aussi une technique mini-invasive, aussi on leur technique mini-invasive, et que face à des... C'est comme l'embolisation de fibrome, face à des techniques qui fonctionnent très bien, qui ont peu de complications, je pense que celui qui doit choisir, c'est finalement le patient au milieu. Donc notre rôle à tous, c'est juste d'informer le patient que toutes les thérapeutiques existent et répondre à leurs questions et les voir en consultation. Donc voilà, j'en ai fini. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de toutes ces pathologies chroniques, c'est le côté très complexe et peut-être sous-diagnostiqué de beaucoup de ces pathologies, que à chaque fois, ça se base sur une prise en charge multidisciplinaire entre le médecin généraliste, le spécialiste, l'urologue ou le gynécologue et le radiologue interventionnel quand on peut être aidant pour le patient. Que c'est une prise en charge qu'il faut faire depuis le diagnostic, qui peut être difficile depuis le diagnostic et qui peut être difficile jusqu'au traitement, mais qu'en association de toutes ces disciplines, on réussit à bien traiter les patients, et que la radiologie interventionnelle, c'est quelque chose qui est nouveau, entre guillemets, on va dire qu'on a 50 ans, mais c'est une nouvelle option qui existe et que je pense que qui peut servir aux patients, notamment les patients à la maison de la médecine de ville aussi, et qui sont peut-être les plus loin de cette spécialité et qu'il ne faut pas hésiter à leur en parler pour qu'eux se renseignent aussi, et souvent ils viennent même d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu ces informations sur internet un petit peu partout, qui pullulent un petit peu de partout, et donc ils cherchent des informations. Mais c'est vrai qu'avant d'informer le patient, il faut informer les médecins qui s'en occupent aussi, et c'est pour ça que je me suis permise de venir vous voir ce soir. Voilà. Je vous remercie de votre attention.